en prenant un moment pour offrir nos plus sincères condoléances aux familles des victimes de la tuerie de Tumble Ridge en Colombie-Britannique. Quand on a appris cette nouvelle, je pense qu'on a tous été extrêmement bouleversés et nous voulons montrer notre solidarité avec la famille, avec la communauté, ainsi avec toute la Colombie-Britannique. Nous sommes de tout cœur avec vous. Hier, nous avons débuté les consultations du projet de loi 5, les fameux Q5, comme ils veulent l'appeler, et la CAQ doit déjà clarifier ses intentions. La CAQ veut accélérer des projets, quelques projets, et passer par-dessus nos lois, nos règles environnementales. Mais là, on se demande, c'est pour qui, pourquoi, pour quel projet, et ceci va se faire à quel prix. Hier, le ministre Girard a commencé à dévoiler des choses. Il nous a dit que ça allait être 5 projets. Il nous a dit que c'était 1 milliard d'investissements privés chaque. C'était ça le souhait du ministre Girard. Mais il n'était pas capable de nous dire clairement de quel projet il s'agit. Quelles sont les garanties qui existent pour les Québécois et Québécoises? Je nous rappelle, on a déjà joué dans ce film. Ce film s'appelle Nordvolt. Une erreur monumentale pour laquelle on a accéléré des étapes. Nous avons sauté l'étape du BAP et nous connaissons tous et toutes ici les conclusions. Notre crainte, c'est que le PL5 ouvre la porte à des décisions arbitraires, à des commandes politiques et à l'affaiblissement de nos protections vers l'environnement et le public. Je nous rappelle, pas plus tard qu'hier, on apprenait que l'entreprise Domtar, avec un seul coup de téléphone, ils ont renversé une décision ministérielle. Donc, on voit déjà la pression politique, comme un simple appel des hauts dirigeants peut aller en contre des processus en place. On n'est pas à l'abri au Québec de l'ingérence par des grandes entreprises. Le ministre Girard doit nous révéler son jeu au complet. Quelle multinationale veut-il attirer si rapidement au Québec et quelles seront les conséquences? Merci, Alejandra. Bonjour tout le monde. Maintenant, sur le PEC, Jean-François Roberge, plus isolé que jamais. En fait, son seul allié, vous l'avez entendu un petit peu plus tôt, c'est le PQ. Envers et contre tous, contre les maires et mairesses du Québec, contre les syndicats, contre les chambres de commerce, contre le milieu collégial, contre le milieu universitaire, contre la mobilisation historique de la société civile, le ministre Roberge et le PQ avancent ensemble, tête baissée, sur la question du PEC. Maintenant que Mme Fréchette appuie ouvertement le retour du PEC, qu'attend Jean-François Roberge pour mettre fin à la controverse? Cet entêtement est tout simplement inexplicable encore ce matin. Aujourd'hui, ici, en point de presse, je vais être accompagné de Sandra, une infirmière qui travaille à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Elle va bientôt quitter pour l'Ontario. Elle a déjà reçu une invitation du fédéral. Son dossier est en cours de finalisation. Face à l'abolition du PEC, face à son permis qui expire bientôt, elle et ses collègues n'ont pas d'autre choix. Elles vont partir. C'est ça les conséquences de l'abolition du PEC. Je vais aussi être accompagné d'Emna, une éducatrice qualifiée en garderie. Son permis à elle expire aussi sous peu, puis elle va devoir partir elle aussi, puis elle va mettre à mal toute la capacité du milieu d'accueil, du milieu de garde éducatif, de continuer son travail puis de rester ouvert. Elle m'a dit par ailleurs qu'elle constatait avec amertume que le Québec continue ses missions de recrutement à l'étranger alors qu'on lui ferme la porte sous le nez à elle. Elle veut rester ici pendant qu'on essaye de recruter à l'étranger. Ça n'a aucun sens. Venez tantôt écouter leurs témoignages poignants. Les conséquences des décisions de Jean-François Roberge pour le Québec et pour nos services publics sont catastrophiques. Et ce sera encore pire sous un gouvernement du Parti québécois qui refuse de protéger les travailleurs et les travailleuses du Québec. Il faut le dire, leur sortie d'hier attaquant les maires et mairesses, ce n'est que la pointe de l'iceberg de leur projet d'immigration. Tous devraient porter attention à leur réaction sur ce dossier. Des cibles d'immigration à 35 000, c'est la fin du PEC, point barre, avec toutes les conséquences qu'on imagine pour les régions du Québec, pour l'ensemble du Québec. Faites attention. Vous pensez que le gouvernement devrait proroger la session en raison de la confusion créée par la course à la chefferie? L'Assemblée nationale puis les oppositions, on est là pour poser des questions. Le Québec n'est pas sur pause. Si le premier ministre a décidé de démissionner, c'est son affaire. Il se lance une course à la chefferie. Il la gère comme il veut. Le Parlement doit continuer son travail. On a déjà perdu 2 semaines de travail législatif en septembre dernier. Les Québécois et les Québécoises s'attendent à des réponses. Ils n'ont pas du tout réglé encore avec la FMSQ. Il y a beaucoup de travail à faire. Et nous, on va être là à tous les jours pour faire le travail auquel les Québécois et les Québécoises s'attendent. Est-ce que
C'est encore gouvernable parce qu'on voit dans plusieurs dossiers une confusion qui règne. Sur les dossiers dont la confusion règne, je suis d'accord qu'ils devraient les suspendre. Ce ne sont pas tous les dossiers. Le projet de loi de Constitution, Mme Fréchette n'est clairement pas d'accord avec Simon-Jean Barrette sur l'article 29. Il devrait clairement suspendre le projet de Constitution. Sur le projet du PEC, ça me semble limpide que les deux futurs candidats ne sont pas du tout du même avis. Sur le troisième lien, ils ont suspendu. Sur l'ensemble de l'œuvre, est-ce qu'il y a des divisions sur le reste? Les prochaines semaines nous le diront, mais moi, je ne pense pas qu'ils sont incapables de continuer le travail. Et je ne pense certainement pas que les Québécois veulent que la CAQ proroge le Parlement puis arrête les questions québécois-québécoises. Le juge Galland va déposer son rapport. On a des questions sur le suivi, sur les contrats informatiques, sur l'ensemble de la question de la gestion du numérique. Certainement pas qu'on va faire le cadeau à François Legault puis à la CAQ de dire suspender le Parlement. Il n'y en est pas question. Avec le PEC, vous avez dit, vous avez donné des exemples de projets législatifs ou... Suspendre la réforme de Jean-François Roberge, reculer au PEC tel qu'on le connaît depuis 15 ans, repartir la machine, rouvrir le PEC, et ensuite, Mme Fréchette, de toute façon, elle a dit, le PEC reste ouvert 2 ans de transition. M. Drainville, lui, pas si clair que ça, mais quand même, il y a une clause de droit acquis. Le prochain chef tranchera sur les aléas puis les mesures précises. Pendant ce temps-là, il y a des milliers de Québécois qui vivent d'une anxiété considérable. Suspendons, reculons la réforme Roberge et réinstaurons le PEC. Ça peut vouloir dire combien de candidats, si on revient avec le PEC, qui êtes, vous connaissez quand même ce dossier-là. Comment vous anticipez combien de demandes, par exemple, au jour 1 où on rouvre le PEC? Dans le PEC, on a eu des variations importantes dans les dernières années. Il y a eu des années à 6 000 sélections, puis il y a eu des années autour de 20 000 sélections. On n'a jamais vraiment dépassé ça. Une moyenne autour de 12 000, si on calcule l'ensemble des dernières années. Il est certain que le programme a été suspendu presque toute l'année 25. Fait que quand on va réouvrir le programme qui a été suspendu pour 1 an, c'est certain qu'il va y avoir plus de monde qui vont appliquer qu'une année régulière parce qu'on est une année en retard. Mais jamais de la vie est-ce qu'on parle, puis François Legault a été démenti par les experts par ailleurs, de centaines de milliers de personnes. Il pourrait effectivement y avoir, moi je ne sais pas, 20 000, 30 000 personnes qui vont appliquer quand le programme va réouvrir. Des gens qui par ailleurs sont déjà ici. Là, on est dans une catégorisation de changement de colonne de temporaire vers permanent. L'ensemble de ces gens-là sont ici, sont en emploi, sont francisés, sont logés, puis contribuent à l'économie du Québec. Là, évidemment, Jean-François Roberge a fermé le programme pendant 1 an, donc il va y avoir un engouement pour commencer, mais les chiffres ont toujours été les mêmes au PEC. On n'a jamais dépassé les 20 000, puis ça, c'était une année record historique. On a même 2023, je pense, que c'était 6 000. 2022, autour de ces années-là, que c'était 9 000. On est en bas de la dizaine de milliers. Donc, de prétendre, puis j'ai vu encore M. Boissonneau hier essayer de prétendre que c'était 300 000, c'est absolument ridicule, puis ça a été complètement contrecarré par l'ensemble des experts du milieu en fin de semaine. Ça n'a pas fonctionné comme, par exemple, les gens qui arrivaient ici n'avaient pas besoin nécessairement de remplir le formulaire, donc on ne sait pas nécessairement combien sont venus sous le PEC, ou avec ces publicités-là qui ont été faites pour le PEC. C'est un bon point. Ceci dit, c'est un programme extrêmement difficile à se qualifier. C'est le programme qui nécessite le plus haut niveau de français dans l'ensemble de nos programmes d'immigration. Ça prend 2 ans de travail qualifié, pas n'importe quel job, là, dans les qualifications supérieures. C'est clair dans le règlement qu'est-ce qui se qualifie. Fait qu'un barista, par exemple, se qualifie pas, un plongeur se qualifie pas. Ça prend un poste qualifié qui est en lien avec des études requises. C'est pas n'importe qui se qualifie. Sinon, dans les diplômes qui sont acceptés, il y a vraiment une grande limitation de quels diplômes sont acceptés. Là, un bac est accepté, c'est 3 ans. Une maîtrise, c'est 2 ans. Il y a il y a des DEP techniques aussi de 3 ans qui sont acceptés. Les programmes courts ne sont pas acceptés sans expérience de travail. C'est un programme qui est assez limitatif. Puis vous vous souviendrez, l'année catastrophique où Mme Fréchette a décidé de modifier le PEC puis de le mettre hors seuil, c'est parce qu'ils avaient mis une obligation de travail après les études, puis le chiffre était descendu à 2000 étudiants qui s'étaient qualifiés, puis c'était une catastrophe pour elle. Puis ces jours-ci, on roulé des extraits où elle a dit justement au contraire qu'elle voulait privilégier la voie rapide du PEC pour les diplômés. Puis là, on se retrouvait en complète contradiction avec Fréchette 23 puis Fréchette 26 qui disaient complètement et tout et son contraire. Juste pour clarifier, Montréal-Laval, vous n'avez pas de problème avec le fait qu'une vaste majorité des gens qui passeraient par le PEC viennent de Montréal et Laval? Au contraire, les candidats au PEC qui se qualifient sont francophones. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire à Montréal puis à Laval, c'est d'accentuer le niveau de francophones permanents qui s'établissent et qui sont déjà là. Est-ce que je souhaite que le PEC prenne l'ensemble du quota économique? Non. On a toujours eu 2 programmes. Ça a toujours fonctionné de manière hybride, avec des sélections dans le programme régulier,
puis le programme accéléré du PEC qui permettait de qualifier ceux qui sont déjà intégrés ici. Mme Fréchette, c'est un petit peu ce qu'elle propose, de balancer PSTQ, PEC en avançant, peut-être 15 000 de chaque côté en respectant leur seuil d'immigration, puis on avance. Donc, moi, je ne veux pas que le PEC prenne 100 % du programme. C'est pas ça que je revendique. Mais de prétendre que le PEC a un effet néfaste sur Montréal et Laval, c'est tout le contraire. Ce sont des francophones. S'il y a quelqu'un qu'on devrait privilégier pour Montréal et Laval, c'est certainement le PEC. Mme Fréchette a avancé que c'était elle voulait avoir les 2 programmes simultanément et qu'au bout de la ligne, ce soit 29 000 personnes pour respecter le quota qu'on s'était donné au PSTQ. Est-ce que ça, vous croyez que c'est possible, cette proposition-là, ou elle est avec les chiffres des gens, avec le surplus, vu que le programme a été fermé, est-ce que c'est irréaliste? Avec les surplus pour l'an 1, je ne suis pas certain si ce sera 50-50. Là, ça va être difficile à établir. S'ils veulent rester à l'intérieur du 29 000, ça se pourrait que ça ne soit pas 50-50. Ça se pourrait qu'il y ait davantage de gens qui se qualifient au PEC. Mais je pense qu'une fois le flot de l'an 1, là, qui est en fait l'année 25 qu'on a perdu, une fois ce flot-là, traité, je pense que oui, on arrive clairement avec une capacité de 50-50 sur du moyen terme. Fait que probablement pas l'an 1, là, je pense que c'est peut-être optimiste, considérant que l'année 21, on a fait 20 000 invitations, là, 20 000 qualifications, mais ça ne sera pas long qu'on y arriverait à ce 50-là. 50 veut dire... PSTQ, PEC. Oui, mais total 29? Total 29. Ce sont par ailleurs le plan d'immigration CAQIS, qui eux-mêmes, par ailleurs, n'ont pas respecté leur propre plan dans les 2 dernières années. Mme Fréchette avait même aussi 1000 PEC diplômés hors seuil. Est-ce qu'il n'y a pas là une voie de passage pour Mme Fréchette de mettre l'année perdue par Jean-François Roberge hors seuil, considérant que c'est M. Roberge qui a refusé de les intégrer l'année passée, de les traiter hors seuil pour cette année, considérant que c'est un arriéré de l'an passé, puis d'avancer après avec cette année-là tout à fait régulièrement? Mme Fréchette a déjà fait ça. Elle a déjà fait ça dans le PEC diplômé. Est-ce qu'elle pourrait le refaire? C'est à elle de répondre. Mme Fréchette a dit qu'à Radio-Canada qu'elle n'avait pas averti Jean-François Roberge avant de faire son tweet hier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non seulement elle ne l'a pas averti, puis en plus, son tweet parle de rétablir la confiance. Donc, elle a perdu confiance. Et le gouvernement et le Québec, j'entends, ont perdu confiance en Jean-François Roberge. Là, M. Roberge, hier, a été on ne peut plus évasif sur la suite des choses dans la période de questions. Je sais qu'il tarde à répondre à vos questions. Là, aujourd'hui, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est de reculer, d'accorder la clause de droit acquis, de rouvrir le PEC. L'ensemble, en fait, les 2 candidats à la direction de son parti ne sont pas d'accord avec lui. Pire, la candidate qu'il soutient le désavoue. Au début de la période de questions, quand même, le timing est fort, là. Et M. Jean-François Roberge, je l'aurais dit, est tout à fait seul au monde, largué par son caucus, largué par les candidates à la chefferie. La seule personne, le seul groupe qui vient à sa rescousse, c'est le Parti québécois. Ça en dit long quand même. Sur le dossier de la santé, hier, il y a eu un échange là, entre la ministre Bélanger et le Parti libéral sur les 500 000 patients de plus là, qui devaient être pris en charge. Vous avez compris quoi? Que c'est des rendez-vous qui allaient avoir un seul rendez-vous ou une prise en charge? Les groupes de patients sont limpides aujourd'hui. Là. Il n'y a aucune garantie. Puis quand on lit la loi 19, il n'y a aucune garantie. Là. Il y a des incitatifs pour aller chercher ces prises en charge-là, mais il n'y a aucune obligation, quelle qu'elle soit. Il n'y a aucune concession, quelle qu'elle soit. Fait qu'on va entendre les groupes de patients aujourd'hui, mais je suis très inquiet. Très inquiet de ne voir, là, dans la pièce législative, aucune garantie pour les patients du Québec. Avoir accès à une liste, là, ça ne fait pas grand-chose. C'est loin d'une prise en charge et j'espère que Mme Bélanger a plus à offrir que des simples incitatifs en se disant « oui, on compte sur tout le monde, on va y arriver », alors que là, on parle quand même de jusqu'à 500 000 patients. Là. Il y a 180 000 vulnérables, mais il y a 500 000 patients qui, tout d'un coup, dans une genre de promesse électorale, ils font un considérant dans un projet de loi en disant « considérant notre objectif d'arriver à 500 000 nouveaux patients », ce qu'ils n'ont par ailleurs pas réussi à faire en 8 ans de gouvernement, là. Puis que là, tout d'un coup, ils vont réussir à faire ça en 6 mois sans rien émettre dans la pièce législative. C'est une grosse question, puis on va attendre Mme Bélanger clairement en études détaillées pour que tout ça soit clarifié. On va passer en anglais. Peut-être une petite dernière sur les spécialistes. Oui. Vous pensez quoi là, de la possibilité de moyen d'action des spécialistes, puis jusqu'où le gouvernement devrait faire des concessions avec eux? Je trouve ça particulier que dans le projet de loi 19, il y a des articles sur la rémunération des spécialistes, alors qu'il n'y en a pas sur la FMOQ. Là. Il y a juste une disposition sur la rémunération des spécialistes.
alors qu'on ne s'est pas entendu avec les spécialistes. Qu'est-ce que le gouvernement s'apprête à faire, encore une fois, là? Est-ce qu'ils vont imposer, là, avec un semi-bâillon? Parce que là, on nous a dit que tout ça devait être absolument adopté avant le 28 février. Là, il n'y avait pas question d'autre chose, là. Est-ce qu'on va encore une fois passer une entente au travers de la gorge des fédérations de médecins? Puis est-ce qu'on va rejouer dans les 2 prochaines semaines dans le psychodrame de cliniques ou de médecins qui vont quitter leur service? Où est-ce qu'on s'en va, là? Comment ça se fait que le gouvernement n'est pas encore capable de s'entendre avec la Fédération de médecins? Puis comment ça se fait qu'on met des dispositions législatives dans le projet de loi 19 sans entente? Moi, je ne l'ai pas vu, l'entente. Je ne suis pas à la table de négociation. M. Oliva dit qu'il y a des choses qui ont avancé, finalement qui ont été retirées. Moi, comme vous, je n'en sais rien de ces ententes-là. Mais je suis très préoccupé qu'encore une fois, là, à 2 semaines de ce qu'on doit adopter, il n'y a eu aucune entente encore avec la FMSQ. C'est très préoccupant. Pourriez-vous ne pas appuyer le projet de loi 19? Ça va être difficile de ne pas appuyer, là, pour être transparent, parce qu'il y a des choses là-dedans pour lesquelles il y a eu une entente avec la FOMOQ. Je me pose des questions, par contre, sur les articles qui touchent la FMSQ, les spécialistes, là où on n'a pas d'entente. Donc, non, je vais faire mon travail, je vais poser des questions. Je me suis prononcé hier en faveur du principe, là. Fait que selon tout, à moins d'un revirement de situation catastrophique, là, je me prononce aujourd'hui sur la base de ce que je connais aujourd'hui. Mon intention est ferme de voter en faveur du projet de loi. Maintenant, voyons voir comment les prochaines journées s'organisent, puis qu'est-ce que Mme Bélanger a à répondre sur nos questions face aux spécialistes qui n'ont pas encore signé d'entente. What does all this internal conflict over the PEC say to you about the CAQ's ability to govern right now? It's a true question. However, during this time, real Quebecers are being fully impacted. The PAQ reform that Mr. Roberge set last fall is creating big distress among the society, and they could be doing their race for leadership without impacting the full society. And this is something they're failing to do. They decided to suspend the third link question. They decided that until there's clear leadership, they wouldn't go forward. I'm asking the exact same thing for the PAQ. Stop with those distress, stop with this dilemma, and just grant the grandfathering clause and allow people to keep being in Quebec and keep helping our social services. And how do you describe this predicament that Jean-François Roberge has found himself in? It's very special, considering he's supposed to be supporting Madame Fréchette. That he was not advised prior to this announce says a lot. And Madame Fréchette stated in her tweet that she needs to rebuild trust and confidence into the immigration system, while Jean-François Roberge has been the immigration minister for some time now. So it's a direct attack on Minister Roberge's leadership and direction as a minister. Let's recall that Madame Fréchette knows very well that ministry. She was Minister of Immigration, so she knows exactly what options were or were not on the table, and she's clearly stating that Minister Roberge is going the wrong way. And I think this cannot stand anymore. He's supposed to be supporting her, then he's supposed to follow the leadership of her future premier as he's hoping, and he's supposed to right away give the PAQ grandfather clause. Why is it an insult for the population if the Legault government prorogues the session now? Why is it an insult for you as on Monday you'll have the Commission Gallant's report? And I think we need to be working here for Quebecois and Quebecois. There's so many things going on. The cost of living, the cost of grocery, the fact that Maisonneuve-Rosemont hasn't been announced, in my case, the Douglas Institute. There's so many things that have to happen. And for us, it's insulting the fact that we will not be able to do our work here. As we were saying, if there are things that are creating confusion, they can be put on hold. It has been done with the third link. It can be done with the PAQ. So that's what we're asking, but we still need to do our work here at the Parliament for Québécois and Québécois. And on the PEC, you are in favor of Fréchette's vision or Drainville's? I guess it's Fréchette's vision. Clearly, Fréchette's vision, and what Fréchette is stating is that she'll reinstitute the PEC. She's saying for 2 years, but I mean, who's going to be minister in 2 years? Who's going to be premier in 2 years? And what Quebec's going to be like in 2 years, I think is a very far question. We don't even know who's going to be elected. I don't know if I'll be with you. I mean, the citizens will decide, but I mean, it's clearly pushing this forward. What she's stating fully is that I'm bringing back the PEC.
period. And this is the right vision the CAQ should have adopted firsthand. And this is the only true vision. All mayors of Quebec are asking that. All the society is asking that. Syndicates or unions are asking that. Professors, everyone is asking that. But the PQ and Minister Roberge are alone in their world asking for this not to be reinstated. They're on the wrong direction completely. Merci beaucoup.